Ouais, on parlait aussi, c'est important de mentionner, il y a aussi, quand on parle de quand on parle de la violence, oui, mais on va regarder les questions, maintenant je vais continuer. Donc, maintenant, quand on parle de la violence aussi, il y a certaines formes de violence qui sont, qu'on peut, il y a certaines formes de violence des violences, qu'on peut appeler des violences autorisées. Donc, ce qu'on appelle une violence autorisée, c'est par exemple la boxe. La boxe, c'est parce que la loi autorise certaines formes de violence. Par exemple, dans le domaine du sport ou celui de la chirurgie, par exemple, c'est une violence. D'accord? Le fait d'ouvrir le corps d'un être humain, il n'y a pas plus grande violence que ça. Mais c'est une violence on peut dire, c'est une violence qui est tolérée, d'accord? C'est une violence qui est acceptée. La chirurgie, par exemple, c'est une violence qui est acceptée. Donc, c'est une violence autorisée. En fait, il y a des lois sur qui peut pratiquer cette violence, hein, en tout cas, qui a le droit de pratiquer ça. Par exemple, pour la boxe, par exemple, il y a des lois qui protègent les, 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 les usagers, mais il y a aussi des lois qui protègent les personnes contre les boxeurs, par exemple. Les poings du boxeur est considéré comme une arme. Il n'y a pas, il n'y a pas infraction dans les violences, il n'y a pas infraction dans les violences que les sports s'infligent, par exemple le rugby, judo, en fait, la boxe. Donc, c'est autant de sports qui sont des sports, par exemple, le football américain aussi, d'accord? C'est autant de sports qui sont des sports très violents, d'accord? Donc, des personnes peuvent se faire tuer, d'accord, sur un ring de boxe, euh, mais ça reste quand même un sport, mais ça reste aussi une violence, d'accord? Moi, je dis tout le temps, quand je pense, quand j'essaie de regarder, de révisionner, de faire un back-out sur, sur les matchs de Mike Tyson, moi, j'ai l'impression, écoute, on est en train d'observer ce qu'on pourrait appeler, écoute, euh, c'est comme un crime organisé, hein. C'est un crime organisé. Donc, on sait qu'on va passer peut-être moins que 5-10 minutes et après, c'est le chaos. Le chaos, ça peut conduire à des commotions cérébrales, ça peut conduire à la mort, ça peut conduire à toutes sortes de dangers. Mais il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'argent qui est investi aussi là-dedans. Donc, on continue à pratiquer ce sport donc, comme si c'était normal, mais c'est beaucoup de violence dans la boxe. Donc, pour vous dire que moi, j'essaye de classifier la boxe parmi les sports qui sont les plus violents, mais aussi parmi ce que j'appelle une sorte de crime organisé. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Bon, de même, la violence de l'acte chirurgical, par exemple, quand on fait une opération, c'est aussi une forme de violence. Donc, mais cela se fait avec le consentement. D'accord? C'est pour ça que on peut toujours s'interroger pour dire est-ce que c'est une violence, parce que s'il y a le consentement, d'accord, parce qu'on ne peut pas mener une telle opération, d'accord, l'acte chirurgical sans le consentement, d'accord, explicite du patient. Et si c'est le patient, ça va être un proche du patient qui accepte qu'on mène l'opération, donc de telle sorte, il y a un but aussi, c'est parce qu'on veut sauver la vie de la personne en question, parce que si on ne fait rien, la personne va mourir. C'est-à-dire, c'est des formes de violence autorisées, mais ça reste quand même un acte un peu
je ne veux pas dire de cruauté, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'ouvrir le ventre et la bédaine à quelqu'un là pour toutes sortes de raisons qui sont justifiables, mais ça reste une forme de violence. Bon. En fait, là, j'ai un petit exercice pour vous, d'accord? Je prends un exemple dans votre environnement et essaie de produire une réflexion d'1 à 2 pages pour le prochain cours, d'accord? Pour me parler de ces 3 concepts, la montée de l'insignifiance, la banalité du mal et le syndrome de Stockholm. Donc, ça va être pour le prochain cours, j'aimerais quand même qu'on commence avec ces trois notions, la montée de l'insignifiance, d'accord? La banalité du mal, et puis le syndrome de Stockholm. Donc, c'est ces 3 concepts sur lesquels on va épiloguer là, au début du prochain cours qu'on va avoir. Maintenant, ma question pour vous, quand on essaie de comprendre ce qui se passe à Martissant, ce qui se passe maintenant depuis près de, je ne sais quoi, 2 ans, 3 ans, dans la région de l'Artibonite en Haïti, quelles sont les sources de la violence sociale? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de violence? Pourquoi, par exemple, on peut dire 10 ans de cela, 15 ans de cela, il n'y avait pas il n'y avait pas autant de violence. Il n'y a pas autant de violence. Maintenant, on vit dans la violence, on a l'impression que la violence fait partie de notre vécu quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sources de la violence sociale? Bon, la racine de la violence sociale, selon la revue réformée, serait l'orgueil de l'homme, qui se veut à sa propre origine et qui refuse par là même toute parole, c'est-à-dire toute adresse à une autre et toute réponse de l'autre par lui. Cette conception nous ramène sur un terrain intéressant. On nous dit que la violence commence là où l'argumentaire fait défaut. Là où l'argumentaire fait défaut, c'est-à-dire là où l'on n'a plus rien à dire, d'accord, pour convaincre l'autre de notre point de vue, de tout ce qu'on peut avoir comme idée contraire à l'autre, commence la violence. Donc, la violence, en ce sens, est importante pour la psychologie sociale. Vu que la psychologie sociale, comme on l'avait vu tout au long de la session, est une science qui s'intéresse à l'influence, d'accord, l'influence de l'individu sur la société, l'influence de l'individu sur un autre individu, l'influence individu sur un groupe, ou l'influence du groupe sur l'individu. Et il paraît que quand quelqu'un exerce une violence, c'est parce que cette personne est convaincue que c'est la seule voie, c'est le seul moyen dont il dispose pour forcer cette personne, c'est-à-dire l'autre, se soumettre à ses velléités, à se soumettre en tout cas, c'est le seul moyen dont il dispose pour forcer la personne à faire faire la personne, à faire à la personne quelque chose que la personne n'aurait pas fait. Certains peuvent penser que si on a l'argument nécessaire, si l'autre nous écoute, il y aurait moins de violence. C'est une bonne hypothèse. C'est quand même une bonne hypothèse dans la mesure où, dans les sociétés où la parole est prisée, où il y a le dialogue,
Parce qu'il y a deux, comme le mot l'indique, dialogue, c'est deux logiques. C'est dia et logique. C'est deux logiques, c'est-à-dire les deux logiques, par exemple, se valent dans la mesure où, écoute, j'ai un point de vue, je peux faire valoir mon point de vue, et toi, tu as un point de vue, tu peux faire valoir un point de vue, et ton point de vue. Donc, c'est-à-dire, le dialogue implique forcément ce qu'on appelle l'intersubjectivité. C'est-à-dire, le jeu qui parle, qui s'adresse au tu, et le tu qui s'adresse au jeu dans un mouvement récursif, dans une dynamique d'intercompréhension. Donc, on peut arriver à un consensus. Mais si il y a, pour une raison, l'une des entités qui est fermée à la, en fait, qui est fermée à la parole, c'est-à-dire qui ne veut pas entendre l'autre, c'est un indicateur, ça peut être un élément déclencheur de la violence. Bon. Dans la société haïtienne, je sais que j'ai déjà vu avec vous une sorte de, je ne veux pas dire historique ou historicité, mais c'est plutôt, j'ai fait quand même une analyse sérielle des périodes les plus difficiles de l'histoire du peuple haïtien. Donc, on a connu l'éradication des premiers peuples. On a connu ce qu'on appelle la traite négrière, le commerce des esclaves que les blancs français, les blancs espagnols et les blancs anglais, d'accord, ont imposé en Haïti, d'accord, comme pratique de vie. Donc, on a connu la révolution, d'accord, on a connu une révolution en fait victorieuse, d'accord, heureusement. On a connu la dictature, d'accord, on a connu 31-32 coups d'État, on a connu en fait, près de 2 à 3 débarquements des forces étrangères. C'est-à-dire, c'est un pays qui est toujours, d'accord, depuis toujours, dans une situation de résistance où la violence est devenue un moyen pour atteindre des fins. Et la violence est devenue un moyen pour atteindre des fins et cela parce que tout simplement, si vous regardez dans l'histoire d'Haïti, par exemple, il y avait tout un effort, d'accord, de la part des Noirs de Saint-Domingue pour trouver un consensus avec la France. C'est-à-dire trouver un consensus, c'est-à-dire que la France puisse reconnaître, écoute, là on est avant la Révolution, d'accord? Que la France puisse reconnaître les sujets de Saint-Domingue comme des citoyens, d'accord? Et puis, écoute, on les appelait des Noirs, des Français noirs, etc. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a eu première commission civile, deuxième commission civile, troisième commission civile, pour vous dire quoi? C'est-à-dire, il y a eu cette velléité que le dialogue soit à la base, en fait, le moyen par excellence avec lequel, ce moyen-là avec lequel on peut trouver une issue à un problème. D'accord? Et les Noirs ont négocié, ont discuté. Il y a eu le revirement de Toussaint. C'est beaucoup de stratégies pour sortir d'un camp, passer à un autre. Mais le but final, c'était pour que Saint-Domingue puisse devenir un État autonome, d'accord? Et avec sa constitution, et puis qu'on puisse vivre en paix. Bon, vous connaissez le reste de l'histoire, c'est-à-dire, écoute, les colons français n'entendaient pas la raison. Et ce qui nous a amené à la liberté, c'est la révolution. D'accord? La révolution de 1803, d'accord? Puis qui a débouché sur ce qu'on sait, en fait, l'indépendance haïtienne, d'accord? Qui est, pour moi, l'un des faits historiques le plus important dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire pour la première fois au temps moderne, des hommes noirs décident qu'ils sont libres, d'accord, et ils décident que tout le monde, d'accord, doit être libre, la liberté pour tout le monde. Bon, maintenant,
la violence, cette violence-là, par exemple, ne pense pas que cette violence-là, ça s'arrête là, parce que ça va être le moyen par excellence, parce que ça apporte des fruits quand même. Donc, à chaque fois qu'on veut résoudre des problèmes, en fait, un problème qui est posé, ça va devenir un moyen. C'est-à-dire la violence est devenue un moyen, le moyen par excellence qu'on utilise pour résoudre les problèmes. Donc, parce que, en fait, on n'a pas eu ce qu'on appelle une sorte de rééducation au dialogue. Il n'y a pas eu des communautés de destin positif qui s'est créées, qui se sont créées. Non, mais non, il n'y a pas eu ça. Et puis, on continue à croire que, par exemple, la violence, parce que cette violence-là était nécessaire pour sortir de l'esclavage, bien sûr. Parce que sans cette violence-là, écoute, en fait, le monde ne serait pas, on ne serait pas, on serait pas là, il faut le dire. Quand je dis on ne serait pas là, c'est-à-dire peut-être qu'il y aurait encore de l'esclavage un peu partout. Parce que regardez, malgré, même en dépit de cet effort gigantesque de Haïti, par exemple, pour apporter au monde entier ce qu'il manque, ce que le monde avait, ce qu'on manquait, par exemple, la liberté de tous et de toutes. D'accord? En dépit de ça, par exemple, regardez comment, par exemple, on continue, par exemple, à traiter Haïti, à faire de ce pays, par exemple, un espace de violence. La violence, par exemple, des militaires brésiliens en Haïti, la violence de la mission Nations Unies, la MINUSTA, par exemple, d'accord? La violence de l'occupation américaine, d'accord? En fait, on peut énumérer autant de violences que l'Occident je sais pas, a exercé en Haïti, d'accord, à travers diverses missions. Donc, et Haïti est toujours en train de se battre, de se débattre contre cette oppression, contre l'impérialisme, par exemple. Il n'y a pas plus grande violence que la violence impérialiste. C'est le fait que, par exemple, un pays pense qu'il est tellement souverain, les États-Unis d'Amérique, qu'il ne peut exister aucun pays souverain dans le monde que ce pays-là. C'est-à-dire, ces violences-là, par exemple, comment je peux dire ça, nous travaillent l'esprit. Et maintenant, à l'université, par exemple, le dialogue, c'est pas une culture, d'accord? En fait, moi, je suis rentré à l'université depuis 2006 comme étudiant. En fait, j'ai terminé en 2010. Après, j'ai repris des cours en 2011-2013 pour une maîtrise. Mais ce que j'ai toujours observé, moi, j'ai toujours observé que ce sont les étudiants les plus violents, d'accord? Et ce sont ces étudiants-là qu'on écoute. On n'écoute pas les étudiants qui rédigent des pétitions ou qui peuvent faire valoir leur point de vue. Non, mais les étudiants qui peuvent faire valoir leur point de vue, écoute, allez au diable avec vos points de vue. Parce que ce qui arrive, c'est que dans la violence systémique que je viens de vous parler tantôt, c'est que le système n'écoute pas, en fait, n'écoute que la violence. C'est-à-dire, n'écoute pas ce qui n'est pas de la violence. C'est-à-dire, même si vous pouvez vous donner corps et âme, mais le système est organisé de telle sorte que, par exemple, ce qu'on écoute, ce qu'on peut entendre, c'est la violence. Et cela nous a conduit à tout ce qu'on connaît, d'accord? En fait, je prends l'université comme espace de référence, mais on peut aller dans les ministères, on peut aller partout. Donc, on peut aller dans les banques, par exemple. Écoute, on va pas, en fait, on respecte pas vos droits, vos points de vue, non? Donc, ce qu'on respecte, c'est peut-être la personne qui peut, en fait, dégainer son Kalachnikov ou du moins dégainer son 9 mm ou son 45 à l'intérieur de la banque, mais on ne va pas vous écouter, vous, d'accord? C'est pour vous dire que au fil du temps, moi j'ai mis comme hypothèse, en tant que chercheur, que la violence a travaillé tellement
notre imaginaire, que celle-ci participe maintenant à structurer nos rapports sociaux, de telle sorte que, par exemple, on est en pleine violence au jour le jour, on vit avec. Donc, moi, j'imagine parfois une femme, une dame, je sais pas, mais généralement, je prends le cas des femmes, je suis très sensible à ce cas-là. Écoute, le cas des femmes qui, elles, elles vivent de la violence au jour le jour, à la maison. Et ces femmes-là, par exemple, elles sortent dehors, c'est-à-dire dans la rue, par exemple. Elles continuent à être victimes de la violence. Et quand elles sont au marché, ça continue. C'est-à-dire, dans les différentes sphères de la vie quotidienne de ces personnes, la violence est présente, est omniprésente. Donc, durant la Première Guerre mondiale, en fait, il y avait Ferenczi, qui est un disciple, c'est le disciple préféré de Freud. En fait, il s'intéressait à la question de la violence, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique, quelles sont les causes de la guerre. Bon. Et dans le texte de Roland Jacquard qui s'appelle L'exil intérieur, il nous dit que Ferenczi s'intéressait tellement à cette question qu'il écrivait que la guerre, en fait, les causes de la guerre, c'est la nature humaine. La nature humaine, c'est peut-être une réponse facile, vite aussi, parce que les Canadiens ont une nature humaine, d'accord, et la nature humaine ne serait-elle pas universelle? Les Scandinaves ont une nature humaine, et les Haïtiens ont une nature humaine, d'accord? On a tous et toutes, d'accord, la nature humaine, mais pourquoi tous les espaces sociaux, d'accord, ne connaissent pas, tous les espaces sociaux ne connaissent pas le même niveau de violence? Pourquoi il y a plus de paix dans certains espaces et dans d'autres espaces, il y a plus de violence? Pourquoi dans certains couples, il y a moins de violence, dans d'autres couples, il y a plus de violence? Pourquoi, par exemple, il y a plus de violence, par exemple, à Martissant, par exemple, qu'il y ait de violence à la Gonave? Bon, j'espère que je ne dis pas une bêtise. Pourquoi il y a plus de violence à Tibois, à Ravine, qu'il y ait de violence au Cap-Haïtien? Bon, peut-être que je suis en train de dire des choses que je ne maîtrise pas, que quelqu'un peut me dire, écoute, il y a plus de violence dans ces endroits-là que d'autres. Bon. Mais le constat est qu'il y a plus de violence, en tout cas en apparence, ou en tout cas ces violences résonnent plus que les violences qu'il y aurait, par exemple, qu'il y a, je ne sais pas, au Cap-Haïtien. Cela me met dans une situation de dire que la première source de la violence serait l'organisation sociale. L'organisation sociale, même si vous êtes dans un cours de psychologie sociale, il faut quand même savoir que on ne peut pas comprendre les problèmes sociaux, d'accord, sans interroger les problèmes des inégalités. Par exemple, si on prend la société haïtienne, on a moins de 10% des personnes les plus riches qui possèdent près de 90% de la richesse. Donc, une société comme ça, écoute, les rapports des Nations Unies, en fait, disent que Haïti
Haïti fait partie des sociétés les plus inégalitaires, en fait, quand on utilise le coefficient de Gini, par exemple. Donc, une société inégalitaire, ça va de soi qu'il y ait beaucoup de violence. C'est pas parce que là, une violence peut être justifiée par rapport à une autre ou une violence. Non, mais non. Mais c'est parce que la première source des violences, c'est les inégalités sociales. Donc, toute, toute violence, par exemple, peut être comprise dans ce qu'on appelle une dynamique d'inégalité. Plus il y a d'égalité sociale, c'est-à-dire il y a moins d'écart entre les classes, entre les groupes sociaux, moins qu'il va y avoir de violence dans cette société. Donc, moi, cette hypothèse, moi, en fait, j'ai réfléchi beaucoup sur cette hypothèse. En fait, j'ai même un texte que je commence à écrire. Ça fait déjà 2 ans que je bosse sur ce texte, sur la violence, sur les gangs armés en Haïti. J'ai mené des recherches dans ce domaine pour des institutions internationales. Donc, moi, j'essaye toujours de comprendre qu'est-ce qui motive quelqu'un, par exemple, à tuer de 100 fois un autre et sans ça, écoute, sans qu'il a se faire, écoute, qu'est-ce qui lui pousse à tuer de 100 fois, par exemple, à continuer à tuer, à continuer à séquestrer les gens. Donc, là, pour comprendre ça, il faut aller dans ce qu'on appelle la violence systémique. Parce que cette personne qui se donne le droit de circuler, d'accord, avec une arme dans la capitale, par exemple, il sait que, par exemple, celui qui est le chef de la police là, écoute, s'en fout de lui. Il sait que, par exemple, le commissaire, ou du moins les policiers, écoute, n'ont rien à foutre qu'il soit armé ou pas. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle une quiétude d'esprit. Il ne peut pas exister de violence des gangs si la police n'en fait pas partie. Si les responsables n'en font pas partie, ne sont pas là-dedans, ce n'est pas possible. C'est parce que le système est organisé de telle sorte que, par exemple, c'est possible que quelqu'un puisse exercer ou bien quelqu'un puisse rentrer dans un commissariat et cette personne prend les commandes. Mais c'est possible parce que on sait que c'est possible, parce que c'est la violence systémique. Parce que c'est pas contre eux, c'est contre vous, à telle enseigne que si vous essayez aujourd'hui de faire une manifestation à Port-au-Prince, vous allez voir tous les policiers, toutes les unités en fait, vont être présents euh, pour interdire la marche pour semer la panique, d'accord, pour lancer des bonbonnes de gaz lacrymogène. Et ces gaz d'apocor, on ne les lance pas en fait, sur les groupes armés. Non, mais non. Il faut s'interroger sur ces actions. Donc, en fait, on disait que la police n'avait pas les moyens. Regardez, par exemple, on avait les moyens pour organiser les festivités carnavalesques. Et c'est organisé de toute façon. Bon, ce que je veux que vous compreniez comme des personnes qui réfléchissent, comme des étudiants, il faut que vous compreniez que en fait, la situation est aussi violente. C'est parce que les autorités le veulent ainsi. Et c'est parce que, par exemple, ça arrange le système. Parce qu'on est dans une dynamique de violence systémique. Donc, ça arrange le système, ça arrange tout le monde, sauf vous. D'accord? Et parce que vous êtes des exclus du système. Si vous étiez un acteur, vous allez. Écoute, ça n'allait pas vous déranger autant. D'accord? Donc, ça, c'est un aspect important à comprendre. Donc, maintenant,
quand on parle en fait, quand on parle de la violence dans la compréhension freudienne, parce que la théorie de Freud, c'est une théorie importante dans la violence. Et d'abord, en fait, Freud croit que, par exemple, on a une pulsion, d'accord, de vie, et on a une pulsion de mort, d'accord. Dans son deuxième topic, il a remarqué qu'on avait une pulsion de mort, c'est-à-dire on a une sorte de pulsion chez nous, dans notre nature, d'accord, je parlais comme si j'étais Freud, d'accord, après je vais vous dire mon désaccord avec tout ça, et qui nous pousse à agir violemment envers nos semblables. Donc, la violence est en quelque sorte, en fait, pour Freud, un normal sustain, c'est-à-dire un fait normal, un état naturel, d'accord, selon Ferenczi, le disciple de Freud. Et Freud pense aussi que la nature humaine contient de telles forces, une sorte de réserve d'agressivité. D'accord? Donc, tout comme on a une pulsion de faim, on a une pulsion sexuelle, d'accord? On a aussi une pulsion de violence ou d'agressivité dans la logique de Freud. Bon. Et cela a beaucoup travaillé l'esprit de Freud, mais aussi l'esprit d'Albert Einstein. Bon, vous connaissez sûrement qui était, je ne sais pas si c'est le père adoptif ou c'est le vrai père de la bombe, d'accord, qui a détruit Hiroshima et Nagasaki. Et dans sa quête ou dans sa volonté de comprendre le phénomène de la guerre, d'accord, écoute, il s'est demandé, il s'est posé la question à Freud, et Freud en fait, a eu beaucoup d'échanges avec Albert Einstein sur cette affaire-là. Pourquoi la guerre? Pourquoi autant d'agressivité chez les individus? Pourquoi autant d'agressivité chez les groupes? Pourquoi la guerre? Parce que dans une guerre, ce que vous devriez savoir, c'est qu'on ne gagne jamais. Bon, on peut écraser l'autre, on peut détruire l'autre, mais on ne gagne pas. Quand je dis on ne gagne pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute guerre est une forme de barbarie. Est une forme de barbarie. Il n'y a aucun acte civilisé dans une guerre. Ne serait-ce dans la manière même de penser l'autre, de concevoir l'autre qui est un être humain, pas comme nous, d'accord? On le conçoit comme une chose ou des êtres à éradiquer. Et c'est-à-dire le fait même de ne pas pouvoir trouver un discours pour arriver à entamer le sentier de la paix, pour qu'il y ait de la paix dans les communautés, c'est l'incapacité, ça prouve notre incapacité en tant qu'individu, en tant qu'humain, d'accord, à dialoguer, notre incapacité à comprendre l'autre, en fait, notre ego, notre orgueil, à avoir beaucoup plus de territoire. Donc, et la guerre, quelle que soit sa forme, reste et demeure un acte de barbarie. Donc, il n'y a pas de civilisé qui va en guerre, il n'y a que des barbares. Donc, parce que ça consiste à tuer ses semblables, et ses semblables, parfois, c'est des civils qui ne savent rien, qui connaissent rien, qui sont innocents, mais écoute, on dit il n'y a pas d'innocent dans la guerre. Donc, c'est tellement sans humanité que moi, je pense que c'est de la barbarie dans sa forme la plus originelle. Donc, c'est ça. Bon. Maintenant, il y a une compréhension, il y a d'autres compréhensions qui se sont développées sur cette affaire. La violence n'a rien à voir avec la génétique, les chromosomes, la biologie. La violence est au fondement de l'homme dans son conflit humanitaire et va être mise en jeu comme élément essentiel dans le processus éducatif.
Moi, c'est ma thèse. Donc, moi, je crois que, par exemple, ce qui explique la violence, ou du moins ce qui explique la montée de la violence, c'est parce que on est à bout d'humanité, on est à bout d'arguments et on perd un peu de sensibilité parce que si on regarde en Haïti, si on prend notre cas en Haïti, en fait, on est, depuis, depuis le Concordat, on a une éducation euh, qui est anti, anti-haïtien, d'accord? C'est une éducation euh, francophile, c'est blancophile, et c'est une éducation qui va à l'encontre même de notre dignité, par exemple. Donc, et ma thèse, c'est que quand on est dans une situation pareille, il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu d'espérer grand-chose pour une société qui confie son éducation à ses anciens colons. Si ce sont les anciens maîtres qui continuent à faire l'éducation en Haïti, je pense que c'est normal que, par exemple, l'Haïtien arrive à, arrive à s'entretuer, les Haïtiens arrivent à s'entretuer comme ça, et que au bout de compte, on se rend pas, on n'est même pas conscient que l'autre est un frère. On essaie en fait, d'établir tellement de barrières entre nous, tellement de distance sociale. Donc, l'enfant qui étudie chez les sœurs, par exemple, chez les frères, n'identifie pas sa propre mère comme un parent, ou du moins, elle n'est même pas fière de sa mère, même si c'est sa mère qui se débat, qui se débrouille pour faire son éducation. D'ailleurs, pour commencer, on vous dit, par exemple, on vous interdit de parler le créole, parce que si vous parlez le créole à l'école, on vous donne un symbole, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, on vous donne une punition, le fait de parler la langue de votre mère, qui, elle, ne parle pas. Écoute, qui, elle, ne parle pas le français, d'accord? Donc, écoute, c'est des aberrations, c'est des absurdités, et ces absurdités-là nous ont formaté de telle sorte qu'on est dans un déni identitaire, et on ne se reconnaît pas on se reconnaît pas pour ce qu'on est, on ne se reconnaît pas dans notre identité propre, dans notre identité haïtienne, on se cherche à travers l'autre, et l'autre qui nous a humiliés pendant 2 siècles comme esclaves, qui nous a réduits en esclavage. Et, écoute, si on n'arrive pas à construire une éducation, d'accord, une éducation qu'on appelle une éducation décoloniale, c'est-à-dire c'est une éducation qui arrive, pour reprendre le professeur Casimir, qui arrive à construire l'haïtien, d'accord, qui arrive à penser l'haïtien à partir de l'haïtien, qui arrive à penser notre identité à partir de nous-mêmes, mais non pas, par exemple, dans le rapport à l'autre, dans le rapport, par exemple, je sais pas, mais à ces anciens criminels, par exemple, je sais pas, mais moi, ce que j'essaie de comprendre là, c'est que on doit commencer, pour résoudre le problème de la violence, commencer par l'éducation. Une éducation durable, une éducation féministe et une éducation comment je peux dire ça, une éducation qui prend en compte l'identité haïtienne. C'est-à-dire une éducation qui cède la place à la langue créole, qui cède la place à notre compréhension du monde, en fait, une éducation qui ne met pas en retrait un paysan pour l'appeler mon dehors. Vous savez, pendant longtemps, on a eu genre 2 actes de naissance en Haïti. D'accord? On a eu un acte de naissance qui sont soi-disant citadins et l'autre qui est paysan. Et ça, écoute, ça créait tellement de clivage entre les gens. Donc, c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Il faut résoudre. Si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là, on va aller encore plus bas. Mais maintenant,
le problème est encore plus complexe quand on se pose la question qui sont les maîtres de la violence en Haïti. Parce que la violence, d'accord, n'est pas libre. La violence est l'esclave des personnes qui exercent la violence. D'accord? La violence, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. La violence est exercée parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle le système social, l'organisation sociale, et qui permet à ce que la violence soit possible. On va prendre un cas de figure simple. Si vous prenez un couple, on va dire un couple haïtien, d'accord, ou du moins son couple congolais, mais on va dire un couple comme un couple. Bon, ça peut être aussi un couple dominicain ou un couple français. Bon. Mais un couple haïtien, parce que je voudrais que je veux que vous compreniez la situation, parce que moi, j'aime prendre beaucoup d'exemples de chez moi, d'Haïti, pour mieux expliquer certaines choses. Un couple haïtien. Un couple haïtien, même si c'est un couple, et puis dans ce couple-là, l'homme exerçait de la violence, on va le dire comme ça, ou c'est la femme qui exerçait de la violence, peu importe, mais on va dire que l'homme exerçait de la violence. Mais quand il arrive au Canada, par exemple, ou il arrive aux États-Unis, si, si seulement on a suspecté qu'il y a des cas de violence, le voisin peut porter plainte, d'accord? Un enfant peut se plaindre aussi à ses professeurs, à ses enseignants, et on va faire en sorte que ça cesse. Quand je dis on va faire en sorte que ça cesse, si la femme porte plainte, il se pourrait bien que vous finissiez en prison comme batteur de femmes. Mais maintenant, on va revenir chez nous. Si ça arrive, vous arrivez dans le commissariat, en fait, la femme va porter plainte. D'abord, on vous dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si, par exemple, il peut se passer quelque chose qui pourrait justifier la violence que votre mari exerce sur vous. Non. En fait, on ne peut pas justifier la violence. Il n'y a aucun moyen de justifier la violence. Mais cependant, c'est le cas en Haïti. Donc, mais ce policier-là, ou je ne sais pas, la personne que vous rencontrez au commissariat, lui aussi, chez lui, c'est un batteur de femmes. Donc, vous n'êtes pas, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Et c'est ça, c'est le système, c'est-à-dire le système politique, économique, social en Haïti. Comment je peux dire ça? Le système est fait en sorte que la femme soit victime et on le sait, tout le monde le sait, c'est correct. Et les femmes sont victimes dans leur foyer, les femmes sont victimes de la rue parce que le gouvernement, l'État est d'accord avec et que n'a rien contre. Le jour où l'on dit, écoute, non, c'est fini, et vous allez voir que c'est fini. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes ne sont pas victimes parce qu'elles sont femmes seulement. Oui, il y a ce niveau. La femme est victime, d'accord? Oui, le premier niveau, c'est la violence basée sur le genre. Oui, la femme est victime parce qu'elle est femme, oui, c'est un premier niveau. Mais un deuxième niveau, la femme est victime parce que l'État, par exemple, dans sa conception de ce qu'on appelle une femme, n'arrive pas à voir une femme comme un être jusqu'à présent en Haïti. La femme est encore genre un objet. Donc, il y a les femmes ont mené beaucoup de luttes, d'accord? Beaucoup de luttes pour leur égalité, pour leur reconnaissance en tant qu'individus, d'accord, qui ont les mêmes droits que les hommes. Mais là, on est encore très loin du compte. Donc, très, très loin du compte. Donc, on a beaucoup de choses à faire. On a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir. Donc, je pense que on a du chemin à faire. Et je vous invite, pourquoi pas, à essayer le plus que possible à dénoncer la violence auprès de chez vous. Parce que, comme citoyen, comme étudiant, citoyen, vous avez cette
obligation-là, vous avez ce devoir de ne pas tolérer la violence qu'on exerce sur vous et la violence, par exemple, que vous êtes témoin dans votre environnement. C'est important parce que parce que vous êtes quand même l'élite, d'accord, l'élite intellectuelle, vous faites partie de l'élite intellectuelle, c'est à vous de donner le ton, de commencer à dire, mais non, écoute, la violence, si vous êtes au courant que, par exemple, votre père, d'accord, je sais pas, c'est un batteur de femmes, il frappe sa petite copine ou il frappe ta maman, par exemple, je sais pas, peu importe, la femme. Et, écoute, il faut commencer par le dénoncer, il faut commencer peut-être par lui parler, d'accord, pour lui dire, mais non, ça ne se fait pas. Donc, moi, ce que je pense qu'on a tous et toutes une responsabilité citoyenne de combattre la violence, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un climat favorable à la violence. Parce que le plus souvent, c'est notre silence qui fait en sorte que la violence persiste. C'est vrai qu'on n'a pas contribué à ce que la violence, en fait, émerge, mais notre silence fait que cette violence prenne de l'ampleur. C'est ce qui est arrivé avec le kidnapping, c'est ce qui est arrivé avec toutes les formes de violence qu'on connaît en Haïti aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va prendre les questions, on va arrêter là pour ce soir et puis on va prendre les questions et je vous dis déjà, écoute, bon débat.